pour cet épisode des Snowsurf Podcast. On est avec le plus jeune frère de Leru, Victor. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire où est-ce qu'on se trouve, Victor ? Salut Mathieu, on est à Paris actuellement chez Smirnov. Bon, on va la refaire. Smirnov, j'ai envie de dire Smirnov à chaque fois. On va se faire un petit podcast. Qu'est-ce que tu fais à Paris ? Je viens présenter mon nouveau film Frozen Mine. On va faire une petite avant-première ce soir et voilà, on va présenter ce film et en parler un petit peu avec le public, faire une speaker série organisée par North Face. Avant d'en venir à ton nouveau film, est-ce que tu peux me raconter un peu tes tout débuts en snowboard ? Comment ça a commencé tout ça pour toi ? Mes débuts en snowboard, je sais que j'avais commandé déjà un monoski à Noël, je me souviens, pour mes 6 ans parce que je voulais faire comme mes grands frères. Je croyais qu'ils faisaient eux du monoski. Bon voilà, j'ai eu de la chance, le Père Noël a compris que c'était un snowboard que je voulais, pas un monoski. Donc j'ai eu un snowboard, une planche Hooger Booger flambant neuve, alpine, toute petite, un style incroyable. Et donc voilà, je me suis mis à fond là-dessus et je faisais du ski et du snow, et puis petit à petit, à 10 ans, j'ai dû arrêter le ski et je me suis mis à fond dans le snow. Et ton premier snow, tu te souviens de quel Noël c'est ? Le bruit, là, on s'en fout. Hein. Tout à l'heure, je parlais, j'étais en train de me dire, putain, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui pète, qu'il y a la diarrhée derrière. Ouais, non, on va dire qu'on s'en fout. Okay, ouais, on s'en fout. Enfin, c'est moins important que ton premier snowboard, on va dire. Ok. Donc vas-y, je t'écoute. Du coup, c'était quelle année ? Donc c'était 6 ans, 95. En 95. Ouais. Mm-hmm. Et tes frangins, ils en faisaient depuis longtemps ? Enfin, ça faisait longtemps que tu les regardais faire et que tu disais ouais, moi aussi ? À quel âge ils ont commencé Waouh, ça j'ai aucune idée. Mais je sais que depuis que je suis petit, mes grands frères, j'ai l'impression qu'ils ont toujours plus ou moins fait du snow. Après ils viennent du ski aussi. Et il y a eu un moment où ils ont dû un petit peu choisir entre ce qu'ils préféraient, le ski, un peu plus la rigueur, ou le snow, où c'était un peu plus libre, ils voyageaient un petit peu plus, et ils ont tous préféré le snowboard. Donc moi, ça a été un peu naturel de faire la même chose qu'eux, quoi. Voilà. Parce que comment ça se fait c'est une question qu'on a dû beaucoup te poser, mais des 4 frangins de Leru, il y en a quand même 3 qui sont champions et très connus en snowboard. Il y avait un truc dans la soupe de tes parents, ils faisaient... Comment ça s'est passé ? Comment ça se fait que vous 3 là, vous soyez devenus des snowboarders à l'avant-scène du snowboard français et même international ? Ça, c'est la garbure, la soupe pyrénéenne que mon père fait à Noël chaque année. Donc voilà, c'est grâce à lui. Ah, vous êtes tous tombés dedans quand vous étiez petits ? Voilà, ouais. Un peu de canard, un peu de haricots tarbés, un peu de lard et c'est parti, quoi. Mais tes parents, ils faisaient du snow ? Comment ça se fait un peu très sérieusement ? Donc très sérieusement, donc mes parents, ils ont toujours eu un intersport à Saint-Lary en face du téléphérique. Donc ils ont travaillé toujours beaucoup, même les dimanches, tous les soirs, rentrer très tard, etc. Ils ont eu 5 enfants et du coup, ils nous ont toujours donné l'opportunité d'aller faire des stages, d'aller en station. Ils nous payaient les forfaits, ils nous ont encouragés à faire ce qu'on voulait. Et tout le monde a fait ce qu'il avait envie de faire. Il s'est mis à fond chacun dans son domaine, soit que ce soit les études, soit que ce soit le snowboard. Et puis ça s'est bien passé pour tout le monde, quoi. Ah, parce que le plus grand des frangins, François, lui, c'est plutôt les études, ça. Donc ça a été aussi snowboard. Je crois qu'il avait été vice-champion de France, je sais plus en quoi, peut-être en slalom ou border cross. Mais il y a un moment où il faut faire des choix dans la vie, et lui c'était soit les études, soit le snowboard, et c'était au tout début. Lui il était très fort à l'école, il a choisi ingénieur, donc voilà, il a bossé pour Airbus ensuite, et ça marche très bien pour lui aussi. Est-ce que tu peux me donner donc les grandes dates de ton évolution dans le snow ? Donc 10 ans tu décides de faire que ça, après qu'est-ce qui s'est passé ? T'as fait de la compète ? Comment ça s'est passé pour toi ? Ouais, donc 10 ans, je m'y suis mis peut-être à fond. J'ai eu mes premiers sponsors, j'ai eu Billabong au début, un tout petit peu de DDP, Doc Dupont, si vous vous souvenez. Yes. Après, j'ai eu Burton, donc ça a été donc mon frère qui était chez eux, Xavier, qui m'avait mis en contact, et j'étais passé chez eux tout petit, donc ça avait été un bon changement. Et après, il y a eu... Donc quand j'étais petit, je faisais quand même pas mal de border cross
et des shootings avec Burton. Et il y a eu un moment où j'ai dû choisir, parce que j'avais des événements qui arrivaient un petit peu à un moment et je pouvais pas tout faire. Du coup, j'ai choisi ce que je préférais, ce qui me faisait le plus vibrer, donc c'était le freestyle et les marques, donc Burton et tout ça. Et après, il y a eu un gros changement aussi. Je suis passé chez Rip Curl, donc en snowboard et en vêtements. Et eux, ils m'ont vraiment poussé, ils m'ont mis à la vidéo. Et du coup, on a fait des super années de filming, de tournées d'avant-première. On voyageait beaucoup, on était avec des photographes, des filmeurs. Donc on a appris à faire un peu des films dans le backcountry. On a beaucoup appris, on s'est bien régalé. Et après, il y a eu ce passage aussi chez North Face, là, il y a 3 ans. Et donc, c'est aussi une marque encore un petit peu plus haute montagne, où je commence à faire un petit peu plus mes propres films. Voilà, donc ça devient un petit peu plus personnel. Donc voilà. Et là, il va y avoir encore un petit changement. Je vais commencer le Freeride World Tour, donc ça va être de la compétition après un petit peu la vidéo. Donc on va voir ce que ça donne aussi. Mais pour revenir un peu en arrière, c'était quoi en fait toi, ta vision et ton développement dans le snowboard? T'as commencé comment avec tes frères? C'était on se tire la bourre dans les bois, ou t'étais sur le snowpark de Saint-Lary? C'était quoi en fait? Comment t'as appris le snowboard finalement? Le snowboard que tu pratiques aujourd'hui, je veux dire. Mes grands frères, donc ils allaient toujours faire des compétitions de slalom, de border cross un peu partout en France et même au-delà. Et donc moi j'étais bien plus jeune, du coup je passais surtout mon temps soit dans le snowpark de Saint-Lary à rider toute la journée, donc à faire du freestyle, mais aussi avec le club pyrénéen où on allait faire des compétitions, les Coupes de France, les Championnats de France, donc de border cross et de freestyle. Ouais, donc tu as eu déjà à la base une formation, on va dire, assez éclectique. Oui, donc un snowboard assez varié. Voilà, donc on ridait un petit peu ce qu'il y avait. Il n'y avait pas trop de pipe dans les Pyrénées, donc j'en faisais pas trop. Mais quand on allait dans les Alpes, aux Deux Alpes, etc., j'en profitais pour en faire un petit peu. Donc petit, je me souviens en poussin, j'avais réussi à être champion de France poussin, donc j'étais assez content à l'époque. Et après... après, donc, rider à fond de snowpark, du border cross, et puis petit à petit attiré de plus en plus par la poudreuse. Et après, j'ai fait mon premier voyage en Alaska, donc attiré un petit peu plus par le freeride là-bas. Et maintenant, attiré de plus en plus par la montagne. Donc voilà. Donc ça évolue, les envies évoluent avec le temps, avec l'âge et avec les capacités qu'on a aussi. C'est qui, à part Xavier, Polo, les riders qui t'ont inspiré en général? Il y avait une époque, c'était Thorstein Orgmo qui inspirait. Après, il y a eu Haldor Helgason, toujours à faire des choses très innovantes avec son style que j'ai beaucoup aimé. Après, en termes de shooting, je me souviens, quand on était chez Rip Curl, j'allais rider avec Elias Ellart. Et je me souviens que j'étais vraiment très impressionné de sa capacité à replaquer. C'était un chat, un animal sur sa planche. Et ça, encore une fois, ça m'a beaucoup inspiré. Après, il y a plein de personnes qui m'ont inspiré. Chacun a sa sauce, soit pour son comportement, soit pour son style, soit pour ses démarches. Après, il y a mes frères, bien sûr, que j'ai toujours admiré et qui t'inspirent aussi inconsciemment. Ah, ça fait déjà une bonne liste, hein. Ouais. Et une question que je pose à tous les riders que j'interviewe pour ces podcasts, c'est aujourd'hui on en est à peu près au quad cork. Bon, il y a des quintuples un peu qui passent sur les big air en mousse là, mais en gros on en est au triple et au quad en compétition. Il y a ce côté très technique du coup du snowboard freestyle, et puis il y a un côté style, peut-être que tu représentes un peu plus, ou que des gens comme Arthur Longo, ou voilà, des gens qui font de la vidéo, Davier, etc., peut-être Delfino. Comment tu vois ça, toi? Déjà, est-ce que ça t'intéresse de faire des quad cork? Et comment tu vois le style en snowboard aujourd'hui, et cette dichotomie entre les deux, d'un côté le style, de l'autre côté la technique? Comment ça évolue pour toi? Est-ce que ça m'intéresse? Je sais pas. Après, si j'avais les capacités de le faire, déjà, j'aurais peut-être une opinion un peu différente. Déjà, j'ai pas les capacités de faire des quad cork,
Mais je sais qu'il y a des petits jeunes qui sont vraiment forts, qui poussent vraiment fort. Il y a plein de gens qui trashent parce qu'ils trouvent que c'est un peu de la gymnastique, mais je trouve que d'arriver à ce niveau-là de technique, c'est vraiment impressionnant et moi je respecte vraiment. Donc j'aime bien regarder, etc. Même si personnellement je pourrais pas le faire et c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement. Moi j'aime un peu plus être en montagne, me faire plaisir, faire des belles images et essayer de pousser mon snowboard au maximum, que ce soit en faisant un trick ou que ce soit en allant rider une ligne un peu qui paraît un peu impossible et au final tu te rends compte que peut-être c'est possible. Je sais pas si j'ai bien répondu. Si, t'as répondu, mais du coup c'est quoi ton style à toi, comment tu le définirais? Mon style, mais moi ce que j'aime bien c'est la diversité, être capable de mixer un peu différentes activités, que ce soit un peu la montagne, l'escalade, le freestyle, le parapente, le freeride. Mon but c'est un petit peu d'arriver à mixer toutes les choses que j'ai appris dans ma vie et c'est ça qui peut créer un petit peu un profil ou des activités un peu spécifiques et différentes. Et tu dis que t'as pas la capacité pour faire des quads, c'est quoi toi ta limite technique on va dire en snowboard? J'ai déjà fait des doubles corks, mais maintenant je me vois pas et ça m'intéresse pas à aller essayer des triples corks. Je suis attiré, j'ai d'autres envies, donc plus aller en montagne, aller faire des choses un peu plus différentes, un peu plus quelque chose qui me ressemble un peu plus. Donc voilà, aller rider dans des glaciers, aller rider des montagnes peut-être un peu plus hautes, un petit peu plus loin, essayer de faire du freestyle justement dans ces endroits un peu plus extrêmes, un peu plus éloignés, plutôt que d'aller juste sur de la performance triple cork sur un kicker de parc ou d'ailleurs j'aurais peur de faire des traumas crâniens et de me blesser de cette façon. Ouais, parce que dans Frozen Mine, on y arrive là, on va arriver au film quand même, mais dans Frozen Mine on te voit quand même mettre des beaux airs sur des beaux kicks quand même. Ouais, donc on a fait des beaux kicks. Le plus dur, c'était surtout de réussir à arriver au spot sans tomber dans une crevasse, voilà, etc. Et après, du coup, on a raidé des super spots dans des environnements vraiment incroyables, avec de la super neige où on se mettait des beaux tricks dans des endroits super chouettes. Et voilà. Mais là, c'est quoi tu dis des beaux tricks, c'est quoi des beaux tricks pour toi? Là, cette année, je suis content. J'ai réussi à faire des 3-6-1 foot sur des séracs. Il y a un 1080, après il y a des 900. Donc, certes, tu compares ce niveau-là à un rider de parc, ça les ferait peut-être rigoler. Mais après, pour en arriver là, il faut quand même avoir une certaine connaissance de la montagne, une certaine expérience en backcountry aussi. Parce que tu mets un rider de parc qui a jamais fait de poudre et tu lui dis vas-y va faire des images, il en sera complètement incapable de trouver le bon endroit, savoir à quel moment de la journée le shooter pour faire des belles images, comment replaquer bien en poudreuse, comment savoir comment sont les conditions de neige, où aller. Donc voilà, c'est pas facile, mais moi c'est ce qui me plaît. Ça vient de ton expérience du coup, du fait que tu as un peu grandi et que tu as vu d'autres choses ou... Pour en arriver à faire Frozen Mine, c'est un peu l'accumulation de toutes les capacités et toute l'expérience que j'ai eue jusqu'aujourd'hui et j'ai un petit peu tout mis ensemble et voilà, donc il y a ce petit projet qui est né et dont je suis très fier et j'ai passé de très bons moments à le tourner. Et comment ça s'est déclenché Frozen Mine? Je crois que ça part d'un peu pas d'un échec mais d'un revirement dans l'hiver là. En fait, moi, à la base, je voulais faire un projet de fin de saison à Chamonix avec mon pote d'enfance Pierre Ourtic, qui lui m'avait mis à la Pentraide il y a 3 ans de ça, où on avait fait 3 descentes et voilà, donc j'avais vraiment pris goût. Donc je voulais faire ça en fin de saison et le reste de la saison, je voulais shooter avec Transworld, donc avec Victor Davier, on était prêts, on allait shooter et le 4 janvier, on a été les derniers du crew à entendre qu'en fait le projet ne se faisait pas et du coup ils nous ont dit non en fait on a oublié de vous dire le projet il se fait pas donc voilà bonne chance à plus du coup je me suis dit moi j'ai ce projet Frozen Mine et du coup au lieu de le faire juste la fin de saison je vais le faire à 100% tout l'hiver et donc voilà c'est ce qu'on a fait et au final ça a été un mal pour un bien. Voilà. Parce que du coup si tu l'avais fait qu'en fin de saison c'est quoi les parties que tu aurais pas vues? Il n'y aurait pas eu tout le segment avec Freddy Kalbermatten
Ça se fait. Il n'y aurait pas eu le segment avec Thomas Delfino où on ride un peu avec des pelles et tout ça agressonné. Voilà. Ouais, il n'y aurait pas eu tout le segment au cœur de l'hiver, quoi. Voilà, il n'y aurait pas eu tout le freestyle et ça aurait été juste de la pentraide. Alors que l'intérêt de ce film aussi, c'est de montrer cette variété de pentraide et de freestyle en milieu un petit peu glacier. Et tu parlais tout à l'heure de The North Face et du rapport que la marque a aussi avec ce que tu fais plus ou moins maintenant, c'est-à-dire un freeride un peu plus engagé, un peu plus de pente. C'est quoi l'enchaînement? C'est The North Face qui t'a poussé là-dedans ou c'est toi en te poussant là-dedans qui t'es intéressé à des nouveaux sponsors comme ça? Moi, j'ai changé de sponsor. Je suis passé de Rip Curl à North Face il y a 3 ans. Et non, ça a été juste un choix. Je sais que ça allait être plus challenging, mais de rider chez North Face, chez une grosse marque, etc. Mais que si ça se passait bien, ça pourrait mieux se passer sur le long terme, parce que c'est une marque où on peut être un peu plus montagne, un petit peu plus âgé, alors que Rip Curl, c'était un peu plus jeunes. Et au final, non, c'est juste à partir d'un certain moment, tu as envie d'évoluer, de faire des choses différentes. Et ça a été naturel pour moi de mettre un petit peu à l'escalade, un petit peu plus à la montagne. Et donc au final, je me rends compte que ça correspond à 100% à l'image de North Face, mais c'est plus, ça s'est fait naturellement. C'est pas, j'ai changé mes activités pour la marque, non, absolument pas. Et le tournage du coup de Frozen Mine, qu'est-ce que tu peux me raconter alors? Comment ça s'est passé? C'est quoi les gros temps forts, les grosses éclates, peut-être les gros échecs que vous n'avez pas réussi à faire? Les temps forts, c'était peut-être de passer autant de temps en montagne, d'apprendre plein de différentes techniques, d'apprendre comment s'encorder en glacier, comment sortir quelqu'un d'une crevasse, comment grimper une montagne, comment ça se passe là-haut, quoi. Ça, c'est des choses que tu apprends au fil du film avec Pierre ou c'est des choses que tu avais déjà un peu engrangées ces 3 dernières années? Parce que là, tu t'es installé à Chamonix maintenant, non? Non, j'étais à Chamonix juste pour ce projet. Je me suis dit, allez, je m'y mets à fond. Je loue un appart 2 mois et demi, là où c'est la meilleure période, de mi-mars à fin mai. Et voilà. Et du coup, là, on était à fond tous les jours à aller rider, repérer des lignes et tout ça pour essayer de faire un film et rider les lignes les plus belles possibles et faire des belles images. Je me suis perdu dans dans ta question de base. Non, mais la question de base, c'était toutes ces techniques et ces expériences, tu les as apprises dans le film ou c'était déjà des choses que tu avais fait avec Pierre avant? Donc j'avais des notions de base de montagne, bien sûr, mais après, il y a plein de situations différentes où les techniques sont un petit peu différentes et du coup, bien sûr, j'avais des notions de base, mais au quotidien, j'ai appris plein de nouvelles choses avec Pierre qui est en train de devenir guide là. Et j'ai appris plein de choses, c'était super enrichissant, on a vécu plein de moments super forts, des levées de soleil en haut du Mont Blanc du Tacu par exemple, on a ridé des lignes qu'on rêvait depuis 1 an, qu'on attendait les conditions, t'es là, tu crois que ça va pas le faire, t'es un peu en stress tout l'hiver, puis là au bout d'un moment, boum, t'y arrives, ça le fait. En plus, par exemple, j'ai réussi à décoller en parapente, ça avait jamais été fait, donc ça c'était super cool aussi. Et puis après, c'était juste cool d'être entre potes aussi, de se retrouver, parce que Pierre Ourtic, c'est un de mes potes d'enfance, d'internat, un de mes meilleurs potes, et du coup, là, on s'est retrouvés pour faire un film ensemble, alors qu'on n'avait jamais vraiment shooté ensemble, et c'était marrant de se retrouver, de passer autant de temps ensemble à faire des trucs extrêmes, et on retrouvait un petit peu la complicité qu'on avait un peu avant, quand on était à l'internat. On aimait aller faire les cons, se cacher sous les lits du pion, ou aller faire des conneries, essayer de grimper aux poutres où t'avais pas le droit d'aller, bon bref. Donc en fait c'était un peu faire les cons comme ça, mais en haute montagne, en gros un petit peu se mettre des défis, et bon bien sûr, safety first comme toujours, mais voilà, se pousser un petit peu quoi. C'est sûr que faire ça avec un guide, c'est hyper confortable, parce que tu peux te reposer sur quelqu'un. Si c'est en plus c'est ton pote, j'imagine que ça rajoute encore quelque chose. Mais vous n'êtes pas engueulé du coup? Vous êtes toujours potes à la fin de ce truc-là? Ouais, des fois c'était peut-être un petit peu difficile pour des décisions à prendre, mais après c'était des décisions de groupe. Lui, certes, c'était plus expérimenté, le guide, mais 100% rider aussi comme moi. Après, on est super potes, donc c'était
Non, des décisions communes, juste des fois un petit peu difficile à prendre des décisions, mais tout s'est super bien passé et on est tous les deux très contents du film. Et du coup, t'as pas répondu à ma question de base qui était les moments difficiles et les plus belles fiertés de ce film. Bah donc les plus belles fiertés, j'ai envie de te dire, c'est tout ce qu'on a réussi à faire. Donc par exemple, rider l'aiguille du plan, donc qui était un objectif, même depuis toujours, tu vois cette ligne depuis Chamonix, tu te dis, ouais, c'est incroyable de se dire qu'il y a des gens qui arrivent à descendre par là, et donc nous on s'est fixé ça comme objectif, et on y a réussi. Et en plus, moi j'ai réussi, cerise sur le gâteau, à décoller en parapente, et j'ai entendu après coup que ça avait jamais été fait, donc c'est assez cool à Chamonix de réussir à faire un truc comme ça. Et après un moment un peu bad, ça a été un moment où j'ai un pote qui est tombé dans une crevasse juste à côté de moi, alors qu'on arrivait à notre spot où notre jump était prêt. Et donc un petit peu con, on a fait un petit peu des erreurs en termes de... déjà pas d'encordement parce qu'on avait une certaine technique, mais bon, au final on a oublié de sonder un seul pas, et donc ça a été... la seule seconde d'erreur qui a fait que mon pote est tombé dans une crevasse. Donc voilà, on apprend des erreurs, ça s'est bien passé, on a réussi à le sortir et il était sain et sauf. Donc voilà, donc on apprend des erreurs et on essaie d'en parler aux autres et voilà. Et tu parlais du ride à Chamonix et de ta première en parapente avec fierté, justement. Comment ça fait d'être un Pyrénéen c'est un peu un cliché, mais c'est quoi? Moi, je suis Pyrénéen aussi. Ça fait quoi pour toi d'être un Pyrénéen dans les Alpes et surtout à Chamonix? Est-ce que tu te sens toujours le petit Pyrénéen à Chamonix? Est-ce que tu te sens toujours étranger ou tu te sens bien intégré dans cette communauté-là? C'est sûr qu'au début, je connaissais personne et trop content de retrouver mon pote Pierre Ourtic qui est aussi pyrénéen et d'être tous les deux là-bas et de réussir à faire un film qui est super sympa à Chamonix. J'avoue, c'est une fierté, on s'est régalé et oui, c'est sûr qu'on s'intègre de plus en plus, on a passé pas mal de temps, donc on connaît pas mal de monde et donc c'est cool. Et tu parlais de tomber dans une crevasse et du bad que ça peut être. T'as évolué en freestyle, donc t'as évolué dans pas mal de disciplines du snowboard, donc tu peux voir à peu près tous les dangers qu'il y a. Je veux dire, il y a aussi des gros dangers sur un parc glacé, hein. Mais comment tu vois ça, toi, le danger sur un snowboard, et comment tu le gères, ce risque? Que ce soit en haute montagne ou que ce soit on peut se faire très mal, le cachemar, hein, on peut se faire très mal sur une piste, hein. Moi avant j'étais à fond snowpark et tout ça, mais maintenant je t'avoue ce qui me fait le plus peur c'est peut-être d'aller en snowpark et d'essayer des doubles. Tu vois, j'ai pas envie de faire des gros traumas sur de la neige dure, donc maintenant aujourd'hui c'est plus ça qui me fait peur. Mais après, quand tu vas en haute montagne, les risques sont différents. C'est plus... le risque qui peut vite être fatal. Par exemple, si tu rides des grosses faces et tu te mets à glisser et passer de la glace dessous, tu finis 1000 mètres plus bas. Donc là, tu fais pas n'importe quoi. Tu sais exactement ce que tu fais. Enfin, tu prends un maximum d'informations et tu essaies de prendre des bonnes décisions. Après, il y a le risque en montagne aussi, il y a les avalanches, donc ça fait aussi bien peur. Et il y a aussi quand tu rides des lignes et que tu montes dedans, des fois tu es exposé, il y a des séracs au-dessus où tu es obligé de passer par là, donc même si tu essaies d'éviter au maximum, mais des fois tu n'as pas le choix. Donc ça, c'est aussi un gros risque qui me fait très peur. Mais on essaie de minimiser, mais des fois tu n'as pas le choix. Et après, en risque, bien sûr, il y a les crevasses et tout ça. Donc voilà, en gros, moi, quand j'ai ma board qui est strappée au pied, je me sens pas fort, mais je me sens bien. Mais par contre, c'est quand je remonte une ligne, là, je me sens assez faible et je sens que j'aurais peur que des fois, tu es obligé aussi de traverser des zones où c'est plaqué et t'as pas le choix. Tu es là, tu es obligé de traverser pour continuer ou sinon tu peux pas descendre. Donc ça, c'est ce que j'aime pas trop et ce qui me fait peur. Voilà. Et donc, c'est là où je ressens le plus de risques, en fait. Mais je voulais dire, comment tu l'acceptes, en fait, ce risque? C'est ça que je veux dire. Tu vois, je parlais avec Thomas Delfino qui était au Pakistan, qui me disait, quand t'es loin comme ça, quand t'es à plusieurs jours de marche d'un hôpital, tu rides à 70%. En gros, on te dit de rider 30% en dessous de ta limite. Toi, c'est ce que tu fais, en gros, quand t'es en haute montagne? Ou comment tu...
Ouais, est-ce que c'est un risque finalement que tu acceptes et que tu vas affronter, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses beaucoup Ben, quand je ride au niveau en fonction des conditions. Donc si je sais que les conditions sont qu'il n'y a pas beaucoup de neige, ben je ride bien, mais pas à 200%, parce que je sais que de toute façon, si je vais à 200%, je vais pas réussir à m'arrêter, et voilà. Donc j'ai quand même j'ai un peu de marge sous le pied, mais voilà. Merde, et j'ai oublié, désolé. Putain, je me perds à chaque fois. Waouh. Non, c'était savoir quoi. C'était non, vraiment une question sur toi, au fond, quel snowboarder tu es, quoi. Si je suis prêt à... Où est-ce qu'elle est ta limite, en fait? Qu'est-ce que tu acceptes comme risque, quoi? Ok. C'est-à-dire, tu acceptes d'aller faire une traversée sous des séracs, Ouais. tu acceptes de traverser une plaque avant parce que tu penses que ça va passer, tu vois. Et puis surtout en ayant ridé avec un guide, ou un aspi comme Pierre, tu vois. Je veux dire, le guide, son rôle, c'est de minimiser le risque au maximum, voire d'essayer d'atteindre le risque zéro. Donc lui, il a une autre vision du risque, je pense, que toi. Ouais, donc le risque, chacun a une vision et une limite différente du risque. Mais par exemple, un guide qui amène les gens au Mont Blanc, des fois, tu es obligé de traverser des endroits qui sont dangereux, mais les gens sont prêts à faire cette traversée qui est exposée sous le sérac pour arriver en haut. Donc moi, je sais que plus tu passes de temps en montagne, plus tu prends d'expérience, mais aussi à chaque fois, tu joues avec cette chance. À chaque fois, tu passes une fois sous un sérac, ok, la probabilité qu'elle te tombe dessus, elle est faible. Mais si tu passes 20 fois dans l'année sous le même sérac, la probabilité, elle a augmenté beaucoup. Donc à mon niveau, quand je vais en montagne, j'y vais à 100%. Si je veux vraiment faire un truc, j'essaie de regarder les dangers objectifs. Si vraiment il y a le risque, à quel point il est important. S'il est trop important et que je décide que ça en vaut pas la chandelle, j'y vais pas. Mais après, si... ouais. Ça t'est arrivé cette année, là, pour le film, ça vous est arrivé avec Pierre de renoncer? Non. On n'a pas eu cette situation, mais à chaque fois, on regarde bien les lignes et on connaît les dangers. Et non, on n'a jamais eu de moment où on a fait demi-tour. Si, juste une fois, on était en train de grimper une ligne en début de saison, et juste ça s'est bâché, et du coup, c'était à deux doigts d'être complètement bâché. Et là, on a fait, bon, allez, on abandonne le shooting, on descend tout de suite, parce qu'après, si tu te retrouves sur la mer de glace et que c'est bâché, tu vois plus rien, il y a des crevasses de partout. Donc là, oui, on a dit non, et on descend tout de suite, safety first. Voilà. J'ai pas l'impression que ce soit quand même. T'as l'impression que non, mais c'est difficile à répondre. Bien sûr, mais l'impression que tu me donnes, c'est d'être un peu une tête brûlée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, pas du tout. En fait, les gens de l'extérieur, ils croient que t'es une tête brûlée, mais quand tu fais du snowboard depuis tout petit, c'est quelque chose un peu plus de naturel. Et peut-être que j'ai mon seuil qui est un petit peu plus haut que quelqu'un d'autre, je sais pas, mais non, je suis pas une tête brûlée. Par exemple, si je ride et que je sais qu'il y a une plaque de glace de 15 mètres, il y en a, ils vont dire mais t'es complètement fou, alors qu'en fait, non, tu te laisses aller, ça va, et tu sais que même si tu tombes, c'est pas bien grave. Donc en fait, les gens vus de l'extérieur, ils ont l'impression que ce que tu fais, c'est complètement fou, alors qu'en fait, quand t'es censé être assez à l'aise et que tu sais ce que tu fais, ça va. Et moi, l'endroit où j'ai l'impression de prendre les plus gros risques, c'est peut-être ce qui est justement pas le plus important, c'est les moments où tu montes dans la face. Donc les moments où c'est plaqué. Donc par exemple, les guides qui ont l'expérience, je sais que les gens avec qui je suis, eux, ils ont moins peur de ça que moi. Moi, je suis toujours là, mais là, tu crois pas que c'est chaud? Je me sens vraiment faible, parce que si je sais que je monte et que ça part, tu peux rien faire, quoi. Faut quand même qu'on dise que dans ce film, c'est de la haute montagne, mais c'est pas de la haute montagne en virage caquette, quoi. C'est du virage full speed dans la pente. Faut voir le film, c'est assez impressionnant. Bref, c'est quoi du coup maintenant tes plans pour la suite? Champion du monde du freeride, puisque c'est le titre que les rookies ont l'habitude de gagner. Je sais pas. C'est souvent des rookies. Ok. Non, cette année, très content de ce film, de ce qu'on a réussi à faire, et j'avais pas envie de faire une année consécutive, tu vois, la même chose, donc je me suis dit pourquoi pas essayer un nouveau challenge, essayer de partir sur de la compétition. Donc j'ai cette opportunité, ils m'ont
Le Freeride World Tour m'a offert une wildcard, donc je vais essayer ça pour la saison prochaine. Et après, voilà, j'ai pas d'objectif à terme, je vais faire compétition par compétition, et puis on va voir comment ça se passe. Qu'est-ce que tu penses là, tu pars tranquille sur ce truc-là, tu t'es entraîné, enfin, il y a un entraînement particulier, que ce soit physique ou mental, tu fais des trucs en particulier, et qu'est-ce que tu penses des mecs que tu vas avoir en face? Il y a quand même Travis Rice, il y a quand même Sami Lübke, dans deux styles très différents, c'est quand même des gros papas, non? Ouais. Attends, répète la question, je suis désolé. Ma question c'était comment tu pars sur le Freeride World Tour? Est-ce que tu pars tranquille? Est-ce que tu t'as prévu de beaucoup t'entraîner et comment? Et qu'est-ce que tu penses de ces deux mecs qui pourraient être quasiment qui sont quand même d'une autre génération, puis qui sont un peu des papas chacun dans son domaine, quoi. Travis Rice et Sami Lübke, c'est quand même. Donc l'entraînement, pour commencer, il n'y a pas d'entraînement physique. J'essaie juste, déjà avant la saison, de faire du sport de manière générale, autant que ce soit de l'escalade ou je sais pas, de faire du sport, du surf, du skate assez régulièrement, d'être dehors, quoi. Et après, par rapport aux concurrents, comme tu les appelles, il y a Travis Rice qui va faire, mais je crois qu'il va faire qu'une seule étape, le Japon, j'ai l'impression. Et donc c'est sûr, il va être en forme, il a qu'une étape, il a rien à perdre, donc il va tout envoyer. Et après, pour les riders qui vont faire le reste du tour, donc il y a Sami Lübke qui a gagné, je crois, 3 ou 4 années consécutives. Donc il y a un très fort rider qui vient un peu du même milieu que moi, la vidéo, le freeride en Alaska, freestyle aussi, et qui a l'expérience. Donc lui, ça va être un des plus forts, voire le plus fort de loin. Et après, il y a aussi Guy Rouf, donc qui est très gros rider, qui vient aussi un petit peu du même milieu de la vidéo, donc rider dans des conditions qui sont plutôt bonne. Donc quand on filme, on va filmer des phases qui nous font rêver, pleines de poudreuses, etc. Et il est aussi freestyler. Mais je l'ai regardé l'an dernier sur le live. Il n'avait pas l'air d'être incroyable. Après, ça paraît toujours plus facile quand tu regardes l'extérieur. Tu te dis, mais pourquoi t'as pas sauté là? Pourquoi t'as pas fait un 3-6? Mais après, quand t'es dans ta phase et que t'es en compétition et que la neige est pourrie, c'est notre histoire. Donc voilà, ça sera les 3 plus gros riders, je pense. Mais après, je connais pas tellement les autres. Peut-être qu'ils sont très forts, mais je vais découvrir ça cet hiver. Enfin, on verra, quoi. Et en plus, toi, t'arrives pas non plus de nulle part, quoi. T'as quand même un nom qui porte dans le Freeride World Tour. Ouais, Xavier, il a gagné déjà 3 fois. Moi, j'ai jamais fait de compète de freeride de ma vie, donc Chevron, ça pourrait autant super bien se passer pour moi, autant pas du tout. Enfin, parce que moi, dans la vidéo, j'aime rider des phases qui me plaisent, dans des conditions qui me plaisent, avec des belles lumières, etc. Tandis que là, on te dit, allez, tu rides cette phase, à tel moment, t'es froid, conditions pourries ou pas, la phase te plaît ou pas. Donc voilà, on va voir, Inch'Allah. Et comment tu ressens la phase de lecture du terrain? Tu te sens à l'aise avec ça? La lecture du terrain, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on shoot. On se dit, tu vas rider une ligne, tu vas passer par ici, par là, faire un trick là, etc. Après, là, ça sera peut-être pas des faces aussi belles que ce qu'on fait quand on shoot. Mais après, la grosse différence, ça va être que moi, quand je ride, je jump pas forcément de cliff. Et là, en compétition, t'es un peu obligé de sauter des barres rocheuses. Tu vois, c'est des choses que je fais pas forcément. Moi, je peux me mettre des gros tirs, mais par exemple, je vais shaper un kicker, ça peut faire 25 mètres de long, peu importe, mais je vais le regarder plein de fois. Je vais passer un jour à construire mon jump et le rider, faire des trucs cool, mais là, d'arriver, neige un peu pourrie et de me mettre des cliffs, il va peut-être falloir que je m'entraîne en début de saison, que ça va être un petit peu une nouvelle approche, mais voilà. Entraînement en saut de barre quand même. Non, entraînement saut de barre, non, je vais aller essayer de rider un petit peu plus, juste pour moi, comme ça, et un petit peu plus à l'aveuglette. Ouais. Mais t'as l'air d'y aller vraiment, détendu. C'est vrai, c'est ton caractère qui veut ça? Non, c'est sûr que j'ai envie de bien faire. Après, je vais pas être en mode je vais tous les défoncer. J'y vais, je vais essayer de rider au mieux possible, et puis on va voir, quoi. Je sais pas, c'est un format totalement différent du snowboard que je fais d'habitude. Après, je suis super content parce que ça va vraiment changer. Tu te déplaces avec 70 riders du Japon au Canada, du Canada à l'Autriche, ensuite à l'Andorre, à la Suisse. Donc je suis super excité de voir ce nouveau fonctionnement, et ça sera un petit peu un nouveau snowboard aussi pour moi, un nouveau style. Donc je suis excité de rencontrer tous ces gens et d'essayer quelque chose de nouveau aussi, quoi.
Ça fait une bonne fin pour notre podcast, ça, Victor Delerue. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais je sais pas si les gens qui m'écoutent, ils se perdent aussi parce que en fait, tu me poses une question, du coup, ça me fait penser à un truc, je le raconte et des fois, j'essaie de revenir à ta question.